Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, dans cette vidéo, donc, on va reprendre la série des grands théorèmes et on va démontrer aujourd'hui le théorème du rang constant. Alors, ce théorème est un théorème important en géométrie différentielle et c'est un résultat qui est basé sur le théorème d'inversion locale. Alors, grosso modo, donc on va considérer une application d'un ouvert de Rn vers Rm. On va supposer qu'il est de rang constant et le théorème va nous dire que, grosso modo, il y a un seul modèle d'application de ce type. Alors, on va tout expliquer, le rang d'une application. Alors, l'application va être de classe C1, etc. Voilà, donc, ça va être l'occasion de revoir un petit peu les propriétés du rang d'une matrice. Et donc, ce théorème est une belle application du théorème d'inversion locale. Alors, alors si tu es nouveau, voilà, alors il y a la série des grands théorèmes, donc il y a une playlist, donc il faut visiter la chaîne pour voir, donc il y a plus de 15 résultats. Et bien sûr, liker et s'abonner, ça permet d'encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y. Donc on va préparer l'énoncé du théorème. Alors donc on est concerné par des applications d'un ouvert de Rn vers Rm qui sont de classe C1. Alors dire qu'une application de classe C1, donc si les dérivés partiels T de f sur T de h existent pour tout h entre 1 et n et ils sont continus. Et donc dans ce cas-là, on a la différentielle de f, c'est une application linéaire de Rn, donc la différentielle de f au point A dans la direction d'un vecteur u, et ben on fait varier la fonction, on fixe A et on fait varier dans la direction de u, et on calcule la dérivée classique. Alors, en particulier, donc la dérivée partielle par rapport à xa, ce n'est rien d'autre que la différentielle au point A appliquée au vecteur OH. OH, c'est le hème vecteur de la base canonique de Rn. Bon, alors ça, c'est des choses connues, et il est connu aussi que quand on a une application de classe C1, eh bien, il est différenciable. Alors maintenant, la jacobienne d'une application, donc si vous notez f égale à f1, fm, les composantes de f, alors la matrice de la différentielle dans les bases canoniques de Rn, donc là on a les bases canoniques, c'est cette matrice là. Alors ici c'est d de f1 sur dx1, d de f1 sur dxn, etc. Voilà, donc la différentielle est entièrement déterminée par sa matrice qui est la jacobienne. Alors quand on a une matrice, eh bien, une matrice il a un rang, c'est-à-dire la dimension de sous-espace vectoriel de Rm engendré par les colonnes. Et bien ce rang, on va appeler le rang de f en A, c'est le rang de cette matrice. Voilà, donc je dis le rang de f en A, c'est le rang de cette matrice. Alors une remarque importante, c'est que le rang est toujours inférieur à la dimension de à n et à n, donc au minimum des deux. Donc il est inférieur à la fois à n et m. Alors il est inférieur à m parce que justement c'est la dimension du sous-espace vectoriel de Rm engendré par les colonnes. Et
il est inférieur à n à cause du théorème fondamental de l'algèbre linéaire. On sait que la dimension de l'espace de départ égale la dimension du noyau plus le rond. Donc le rond, c'est n moins k, donc il est forcément inférieur à n. Voilà, et donc voilà, donc ça c'est la définition du rond d'une application de classe C1 d'un ouvert de Rn vers Rm. Alors, on va faire quelques rappels. Donc maintenant, on va donner une caractérisation du rond d'une matrice, une caractérisation qui n'est pas très, très commune, donc qui utilise la notion de mineur. Alors donc, je prends une matrice de type NM, n lignes et m colonnes, et je prends un entier k plus petit que à la fois n et m. Alors un mineur d'ordre k de m, c'est une matrice carrée d'ordre k obtenue à partir de m en éliminant n-k lignes et m-k colonnes. Donc vous choisissez m-k lignes, vous les éliminez. Ensuite, vous choisissez m-k colonnes, vous les éliminez. Et ce qui va rester, c'est une matrice carrée d'ordre k. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'on choisit k inférieur ou égal à 1 pour que ces deux quantités soient positives. Et on obtient une matrice d'ordre k, ça s'appelle un mineur d'ordre k de m. Alors, par exemple, si je prends cette matrice, alors j'ai moins 3, donc ça c'est un mineur, alors je l'ai obtenu en éliminant la ligne 1, la ligne 3 et la ligne 4, et les colonnes 1 et 3. Voilà, donc j'obtiens un mineur. Alors maintenant 1, 0, 9, 1 est un demi-mineur, donc 1, 0, 9, 1. Alors je l'obtiens en éliminant la ligne 2 et la ligne 3 et la colonne 2. Et voilà. Et finalement, j'ai un mineur d'ordre 3 que j'obtiens en éliminant la ligne 2. Voilà, alors donc ça c'est des choses qui sont connues, mais j'ai tenu à préciser les choses pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Alors le résultat important en algèbre linéaire, c'est que on peut caractériser le rond d'une matrice à l'aide des k-mineurs. Donc une matrice de type NM est de rang k. Si il y a un k-mineur dont le déterminant est non nul, donc il y a un k-mineur inversible, et tous les k plus 1 mineurs ont un déterminant nul. Voilà, donc c'est ça. Donc on commence, voilà, quand on a une matrice, pour déterminer son rond, donc je prends, donc s'il est non nul, donc il y a des 1 mineurs non nuls, alors après je regarde les mineurs d'ordre 2. Si je trouve parmi eux, si je les trouve qu'ils sont tous de déterminant nul, donc là le rond c'est 1. Sinon, s'il y a un qui est de déterminant non nul, je continue, je prends les 3 et je continue. Donc voilà, donc c'est ça, c'était le théorème. Alors bien sûr, c'est pas le bon, disons, la bonne manière de déterminer le rond de matrice. Il y a la méthode de Gauss qui est largement plus efficace et très pratique dans les calculs, mais c'est un théorème qui a une importance théorique intéressante. Alors par exemple, donc là un corollaire, donc si vous trouvez un k mineur dont le déterminant est nul, eh bien vous êtes sûr que le rond est supérieur ou égal à k. Donc là vous continuez, donc ça c'est
intéressant, on va voir comment on va l'utiliser dans ce qui nous concerne. Voilà, et donc voilà, donc ce théorème, donc je le rappelle, il est très peu connu et on l'utilise pas beaucoup, donc il faut être franc, donc on l'utilise pas beaucoup pour caractériser une matrice. Mais il va avoir un rôle théorique, on va voir dans ce qu'on va faire. Alors, bon, un exemple. Bon, alors là, j'ai fait exprès donc, de prendre une matrice de rang 2, donc j'ai pris, bon, pour être honnête, donc j'ai pris la ligne 2 égale, la colonne 2 égale la colonne 1 plus la colonne 3, donc cette matrice est de rang 2. Alors on peut le vérifier, par exemple en prenant ce mineur d'ordre 2, son déterminant est non nul, et si vous prenez tous les mineurs d'ordre 3, donc celui-là, ben vous obtenez cette matrice. Alors on voit bien qu'il est de rang 2 puisque cette colonne égale celle-là plus celle-là et toutes les autres vont vérifier ça. Donc ça c'est pour dire que, pour illustrer le théorème, voilà, donc on prend un mineur d'ordre 2 non nul et tous les autres ont un déterminant nul. Alors comment maintenant donc une fois qu'on a ça, on va ça va nous permettre de donner le rang, de calculer le rang d'une application différentielle de classe N. Alors je prends cette application et je veux calculer le rang en tout point de R3. Alors donc voilà, donc c'est cette application. Alors le rang, donc je calcule la jacobienne, donc c'est ça. Donc c'est t de f1 sur t de x sur ty sur tz et voilà. Et je veux déterminer le rang. Alors maintenant, là, ce qu'il faut remarquer, donc le rang va être inférieur ou égal à 1 si tous les mineurs d'ordre 2 ont un déterminant nul. Donc voilà, d'après notre théorème. Donc les mineurs d'ordre 2, ben, il y a celui-là, donc cette matrice. Donc le déterminant c'est 2yz. Ensuite celle-là c'est 2xz. Et finalement celle-là c'est 2xy. Donc le rang est inférieur ou égal à 1 si seulement si xy égale à xz égale à yz égale à 0. Voilà, donc ça va nous permettre de déterminer le rang entièrement. Alors le rang va être nul, ben, si la matrice est nulle. Donc dans ce cas-là, xy, z égale à 0. Alors le rang égale à 1, donc il faut qu'un mineur d'ordre 1 soit non nul, donc il faut ou bien x, ou bien y, ou bien z est non nul, et ça égale à 0. Donc par exemple, si x est différent de 0, on a forcément yz égale à 0. Donc le rang égale à 1 si deux composantes sont nulles et le troisième non nul. Donc une composante non nulle et les deux autres non nuls. Et le rang égale à 2 ailleurs, c'est-à-dire si le produit de deux composantes est différent de 0. Donc, par exemple, soit xy différent de 0 ou xz différent de 0 ou yz est différent de 0. Et voilà, on a déterminé le rang de cette application. Alors concrètement, donc ça veut dire que 0 d'origine est le seul point où le rang est égal à 0. Et puis la réunion des axes moins 0, donc voilà. Et ça, donc là, c'est là où le rang est égal à 1, puisqu'on va avoir une composante non nulle, par exemple y, et les deux autres nuls. Et le reste, c'est là où la matrice, où l'application est de rang égal à 2. Voilà, donc ça c'est pour illustrer cette histoire du rang. Alors, une proposition importante,
rond, c'est que si vous avez une application de classe C1, et si vous avez un point où le rond est égal à K, eh bien, au voisinage de ce point, le rond ne peut que augmenter. C'est-à-dire il existe un ouvert V contenant A, tel que tous les points dans V ont un rond supérieur ou égal à K. Donc voilà, donc le rond, on va dire, c'est une fonction semi-continue inférieurement. Voilà. Continue inférieurement. Donc ça veut dire que voilà, le rond ne fera qu'augmenter au voisinage d'un point. Alors la preuve, donc là effectivement on va voir l'intérêt de cette histoire de mineur parce que c'est ça ce qui va nous permettre de démontrer cette proposition. Alors en particulier, si on atteint le maximum, donc ça veut dire que si k égale à n ou k égale à m, voilà, alors dans ce cas-là, le rond va rester constant. Donc ça veut dire que si l'ensemble des points où le rond égale à n est un ouvert, et aussi l'ensemble des points où le rond égale à m est un ouvert, puisque là, ça ne peut plus augmenter. Le rond il est toujours inférieur à mn, donc voilà, on atteint, et donc là, pour ces deux situations, le rond va rester constant. Alors la preuve, alors dire que le rond au un point A est égal à K, ça veut dire que il y a un K mineur ici de cette matrice dont le déterminant au point A est différent de 0. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça d'après la caractérisation du rond. Alors maintenant, l'application qui a x associe ce K mineur au point x, c'est le déterminant. Donc ça, c'est une application qui est continue, parce que là, c'est des produits, des dérivés partiels. Et comme ils sont continus, puisque f est de classe 1, donc cette application est continue. Alors j'ai une application continue qui n'est pas nulle en un point, et bien il va rester non nul au voisinage de ce point. Donc il va exister un ouvert tel que le déterminant est différent de 0. Et voilà, donc là on a un K mineur au point x dont le déterminant est 0, donc ça veut dire le rond est supérieur ou égal à K. Et on a montré cette propriété importante du rond d'une application différentielle. Voilà, et donc ça achève la preuve. Alors maintenant, on va rappeler le théorème d'inversion locale. Donc là, il y a une vidéo que j'ai consacrée à la démonstration de ce théorème, donc vous pouvez la consulter pour voir la démonstration de ce théorème. Donc le théorème d'application locale, donc on a une classe C1 de Rn vers Rn, et on a un point tel que la différentielle est inversible, c'est-à-dire le déterminant différent de 0. Alors il va exister un ouvert contenant A, tel que son image est un ouvert, et f de v vers f de v est un C1 difféomorphisme, ça veut dire que f est bijectif, et f-1 est de classe C1. Voilà, et on a ce théorème classique. Alors maintenant, on a tout pour énoncer notre théorème, mais avant, on va donner le modèle d'une application de rond constant. Alors, je prends K inférieur ou égal à M, minimum de N et M, et je prends cette application linéaire qui a x1 et xn associés les K premières composantes, et là 0. Donc ça, c'est une application linéaire. Donc sa différentielle est elle-même, et le rang de la
différentiel C égale à K. Et donc, c'est une application de rang constant égale à K. Alors, le théorème du rang constant, eh bien, il va nous dire que cette application est la seule application de rang constant. Alors, bien sûr, à un changement de coordonnées près. Donc, voilà, modulo un changement de coordonnées, ben, toutes les applications de classe C1 de rang constant eh ben, sont équivalentes à cette application. C'est ça le théorème. Et allons-y, donc maintenant on énonce le théorème. Alors, les hypothèses, donc comme je l'ai dit, on a une application de classe C1. On prend un point de l'ouvert et on suppose que f est de rang constant sur un voisinage de P. Donc il existe un ouvert contenant P tel que tous les points de cet ouvert, l'application f en ces points a un rang constant égal à K. Donc c'est ça l'hypothèse importante. Donc il y a classe C1 et il y a ça. Alors il va y avoir donc deux changements de coordonnées. Donc un changement de coordonnées au voisinage de P et un changement de coordonnées au voisinage de l'image. Donc il va exister deux C1 difféomorphismes. Donc l'un au voisinage de P et l'autre au voisinage de Z, telle que cette application-là, eh bien c'est l'application LK de tout à l'heure. Voilà. Donc modulo deux changements de coordonnées, eh bien f il est équivalent à l'application LK. Voilà, donc c'est ça le théorème du rang constant. Alors, on va donc regarder ça sur un schéma. Donc voilà, donc je prends un point donc là dans Rn, je suis dans Rn. Alors l'application f, j'arrive dans Rm et l'hypothèse, je suppose que cette application est de rang constant au voisinage de P. Alors le résultat, le théorème va me dire qu'il y a un changement de coordonnées, donc il y a un changement de coordonnées ici phi, d'un voisinage de P à valeur et un changement de coordonnées au voisinage de f de P, psi. Et donc là j'arrive encore dans Rn, là dans Rm. Voilà, et finalement, donc cette application qui va de là, alors là les ouverts W et Z que j'ai dit tout à l'heure, et donc l'application, donc je pars d'ici, je compose par phi moins 1, je fais F et j'applique psi, et bien si je fais ça, ben, je vais trouver cette application. Donc voilà le schéma qui explique le théorème du rang constant. Voilà, alors maintenant la démonstration. Alors on pose f égale à f1, fm et on va faire des hypothèses de normalisation. Donc je peux, quitte à composer par des translations au départ et à l'arrivée, translater le point P en 0 et le point FP au 0. Alors les translations, ce sont des difféomorphismes, donc c'est des changements de coordonnées. Donc là, je peux toujours supposer que le point P égale à 0 et f de P égale à 0. Ça, c'est des trucs. Alors maintenant, je vais exprimer qu'est-ce que ça veut dire le rang en P. Donc on va d'abord utiliser le fait que le rang en P est constant égal à K. Donc ça veut dire que dans la matrice jacobienne, il y a un mineur d'ordre K dont le déterminant est inversible. Alors je peux, quitte à permuter mes FI, donc appliquer une permutation, et à permuter les coordonnées aussi. Donc ça aussi, ce sont des
des changements des changements de coordonnées, les permutations, c'est des applications linéaires inversibles. Donc je peux toujours supposer que cette matrice-là, bon, qui commence F1 jusqu'à Fk, puisqu'il y a un mineur avec ici des Fi, donc je peux toujours me ramener à ça. Et je suppose que cette matrice est inversible en P égale à 0. Voilà, donc là j'ai utilisé la caractérisation du rond par le mineur d'ordre K. Donc, il y a ce mineur là d'ordre K qui est inversible en P égale à 0. Et maintenant, je considère cette application en phi. Donc voilà le premier changement de coordonnées. Donc je prends cette application, donc je prends les composantes F1 et Fk qui sont que je viens de voir, et je complète par xk plus 1 xn. Alors je fais ça, donc ça je vais montrer que c'est un difféomorphisme local. Donc pour cela, je calcule, on a phi de 0 égale à 0, bien sûr, et son jacobien, c'est ça. Donc c'est la matrice de tout à l'heure. Alors cette matrice, au point 0, il est inversible, et là c'est l'identité. Donc en fait, cette matrice en 0 est inversible, et je peux appliquer le théorème d'inversion locale. Donc ce phi, quitte à restreindre U, va devenir un difféomorphisme local d'un voisinage de 0 vers un voisinage de 0. Et voilà, j'ai le premier changement phi. Alors je vais voir, à cause de ce que j'ai écrit ici, cette relation, en fait, phi va s'écrire d'une manière particulière. Alors allons-y, donc je prends un W égale à W1 Wn. Alors W c'est phi rang phi moins 1 de W, donc ça c'est la définition d'un composé. Alors phi de quelque chose c'est F1 Fk de ce quelque chose, et là il y a des choses qui ne m'intéressent pas, donc je les note xk plus 1 xn. Alors ce que je remarque que W1 égale à F rang phi moins 1 de W jusqu'à WK égale à Fk rang phi moins 1 de W. Donc c'est ça ce qui m'intéresse. Et donc voilà, j'ai montré ça, Fi rang phi moins 1 égale à W. Donc en fait, F rang phi moins 1, il y aura ici c'est des WI, et puis des fonctions ici que je note gk plus 1 g. Pour le moment, ces fonctions ne m'intéressent pas. Et donc, on peut déjà remarquer que si k égale à m, voilà, et bien cette partie-là, on aura fini, on a trouvé e rang phi moins 1 de W égale à W1 W. Donc, dans le cas où k égale à 1, le théorème s'arrête ici, puisque on aura déjà psi, c'est l'identité. L'autre changement de carte, c'est l'identité. Voilà, donc pour k égale à m, alors maintenant, si k est plus petit que m, on va continuer. Alors donc, on a montré ça, que f rond phi moins 1 égale à cette quantité-là. Alors maintenant, on va montrer que ces fonctions, en fait, ne dépendent que de W1, WK. Ils ne dépendent pas des WK plus 1, W. Alors pour cela, c'est là la partie cruciale on va calculer la jacobienne de cette application. Et si je calcule la jacobienne de cette application, je tombe sur ça. Bon, là, c'est dans l'identité. Et puis, il y a cette partie-là. Alors maintenant, j'utilise mon hypothèse que f a un rang constant au voisinage de 0. Donc si f a un rang constant au voisinage de 0, f rang phi moins 1
va être aussi de rang constant au voisinage de 0, puisque phi est un difféomorphisme. Et donc si la jacobienne de f rang phi, c'est la jacobienne de phi rang la jacobienne de phi moins 1, mais celle-là est bijectif, donc le rang ne va pas changer donc, quand j'applique un difféomorphisme. Donc voilà la remarque. Donc au voisinage de 0, cette matrice a un rang égal à K. Alors là, vous remarquez que déjà, j'ai ce mineur d'ordre K qui est non nul. Donc si quelque chose ici est non nul, ben, le rang va augmenter, va être égal à K plus 1. Voilà, on aura un mineur d'ordre K plus 1 qui est non nul, et ça contredit l'hypothèse. Donc en fait, la condition du rang va dire que toute cette partie-là est nulle. Et ça, c'est ça la partie cruciale de la démonstration. Et c'est là où on utilise le fait que le rang est constant. Et donc, voilà, j'ai ça. Donc, ces fonctions-là, ne dépendent que de W1 jusqu'à WK. Voilà, ça, c'est nul sur un voisinage de 0. Et voilà, on a presque fini. Donc, on a cette application, c'est écrit comme ça. Ici, il ne dépend que du W1, WK. Bon, alors maintenant, on va construire psi. Alors, je prends psi de y1 égale à ça. Et on va voir aussi, ça c'est un changement de coordonnées, c'est-à-dire on va montrer que son jacobien ne s'annule pas en un point, utiliser le théorème d'inversion locale. Et voilà, donc si on calcule le jacobien, ici c'est dans l'identité. Et là, puisque ne dépend pas des coordonnées yk plus 1, je vais trouver ça. Donc psi, à cause j'utilise le théorème d'inversion locale une autre fois, psi est un C1 difféomorphisme. Et maintenant, ben, si je compose, ben, j'ai le résultat. Si vous faites psi en f en phi moins 1, si vous appliquez psi à ça, vous allez avoir ça, et vous aurez avoir ça moins ça, qui est égal, puisqu'on a ici moins. Et donc, on va trouver le résultat. Et on a démontré le théorème. Voilà. Alors, on a vu en cours de route que le cas, quand petit k égale à m, eh ben, le théorème a un énoncé plus simple. Donc ça, le cas de rang constant dans le cas de submersion, ce qu'on appelle une submersion. C'est-à-dire quand la différentielle de f est surjectif, et bien là, on a seulement un changement de coordonnées au départ. Et on a ce résultat. Voilà, et donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, voilà, toujours, n'oubliez pas de liker, de s'abonner si le contenu vous a plu. Et je vous remercie.